Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et l'œuvre de trois artistes fascinants qui ont révolutionné la peinture italienne à la fin du XVIe siècle. Annibale, Agostino et Ludovico Carracci. Ces trois cousins ont été des figures clés dans la transition entre le maniérisme et ce qu'on appelle le grand style. Mais qui étaient-ils et comment ont-ils changé l'histoire de l'art? Si vous découvrez cette chaîne, je vous propose de porter un autre regard, de parler d'art, d'histoire et donc d'histoire de l'art. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous souhaitez que j'aborde un style, une œuvre ou la vie d'un artiste, dites-le moi dans les commentaires. Dans l'usage commun, on parle de style baroque pour qualifier l'art du XVIIe siècle. Pourtant, de nombreux chercheurs et spécialistes en histoire de l'art réfutent ce terme, puisqu'il n'y a finalement rien de baroque et de décalé dans le style du grand siècle, bien au contraire. Le style du grand siècle est le retour à la stabilité et à la lisibilité. L'approche révolutionnaire de l'art des Carracci, entre retour au naturel et exploration dramatique des émotions, a marqué une époque et a influencé des générations d'artistes. Pour bien comprendre l'impact des Carràches, il faut replacer leur travail dans son contexte. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, une période marquée par les bouleversements religieux et culturels. Le maniérisme, avec ses formes élancées et ses compositions complexes, domine la scène artistique. Cependant, l'Église catholique, dans le cadre de la contre-réforme, souhaite un art qui soit plus émotif, plus accessible, capable de toucher le cœur des fidèles. La contre-réforme est une réponse directe de la papauté aux critiques formulées par les protestants lors de la Réforme. Le Concile de Trente rassemble des évêques et des théologiens et il se réunit pour réagir à cette réforme protestante. Initié par le pape Paul III en 1545, ce concile s'étend sur 18 ans et se réunit à 3 reprises jusqu'en 1563. Pour reconquérir les âmes des fidèles et lutter contre la montée du protestantisme, l'Église catholique met en place un ensemble de mesures destinées à renforcer la foi et évidemment son autorité. Parmi ces mesures, l'art joue un rôle crucial. Il doit être capable d'émouvoir, d'instruire et de renforcer la dévotion des croyants. C'est pourquoi un style plus direct, plus expressif et émotionnel est alors encouragé afin de rendre les scènes religieuses plus accessibles et plus percutantes. C'est dans ce contexte que les Carracci vont proposer une nouvelle manière de peindre en se détachant des exagérations maniéristes pour revenir à un art plus naturel et plus évocateur. Les Carracci, c'est une affaire de famille. Nous avons Annibale et Agostino, les deux frères, et Ludovico, le cousin. Ludovico est né à Bologne en 1555 et a été le premier à s'éloigner des codes maniéristes. Il fut notamment l'initiateur de l'Académie des Incaminati, une académie qui visait à réformer la peinture à partir de l'observation directe de la nature. Agostino, son cousin, était un graveur accompli et théoricien de l'art. Il était connu pour sa maîtrise technique et ses connaissances approfondies des canons classiques. Né en 1557, lui aussi à Bologne, il contribua à diffuser les innovations artistiques de la famille, notamment à travers ses gravures et ses estampes. En tant que peintre, il excellait dans les fresques et collabora fréquemment avec son frère Annibale. Et donc enfin, Annibale, né lui en 1560, il est souvent considéré comme le plus talentueux de la fratrie. Il a su s'approprier les enseignements de Ludovico et les sublimer pour créer des chefs-d'œuvre qui marqueront l'histoire de l'art. L'un des aspects les plus révolutionnaires de leur travail est la création, j'en parlais à l'instant, de l'Académie des Incaminati, fondée par Ludovico à Bologne. Cette académie, elle a été créée sur un principe simple, revenir à la nature. Les étudiants étaient encouragés à dessiner d'après des modèles vivants et à étudier les émotions humaines pour mieux les retranscrire dans leurs œuvres. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils appellent leur établissement une académie et pas seulement un atelier, puisque ce terme désigne aussi l'étude du nu artistique, d'où l'adjectif nu académique. L'Académie des Incaminati signifie l'académie de ceux qui se sont mis en marche, ceux qui vont de l'avant.
Elle a permis de rompre avec le maniérisme exagéré de l'époque et de poser les bases d'un style plus épuré, plus expressif, qui préfigurait le style du grand siècle. Parmi leurs élèves, on compte notamment Guido Reni, l'Albane, le Guerchin ou encore le Dominicain, qui eut un rôle majeur par la suite puisqu'il transmettra le flambeau de cet enseignement à nul autre que Nicolas Poussin. Pour bien saisir la contribution des Carracci à l'histoire de l'art, il est essentiel de regarder leurs œuvres clés. Et je vous propose de nous attarder sur l'apparition de la Vierge à Saint-Luc et Sainte-Catherine d'Annibale Carracci. Cette œuvre, peinte en 1592, montre déjà le talent d'Annibale pour mêler réalisme et spiritualité. Elle est commandée pour la chapelle des notaires de la cathédrale de Reggio Emilia. La composition, elle est équilibrée. La lisibilité est assurée par une stabilité dans cette composition, créée notamment avec des lignes droites qui forment deux triangles. Le triangle symbolise la Trinité dans le christianisme et il est aussi le profil de la pointe de la flèche, le symbole de la direction et donc de la détermination. Et pour éviter d'avoir une composition trop stricte et donc trop ennuyeuse, Annibale Carracci va ajouter des courbes. Ici, on a donc un ovale qui permet de passer naturellement d'un personnage à l'autre. Le regard est d'abord porté avec le bras de Sainte Catherine, dont le doigt pointe vers le ciel. Le regard du spectateur est alors guidé par le petit Putti et remonte sur l'enfant Jésus. On passe ensuite au visage de la Vierge et son regard nous permet de redescendre vers le regard de Saint Luc. Un autre Putti fait la liaison entre les deux personnages. Le bras de Saint Luc nous oriente alors vers sa tunique dorée, puis son genou qui rejoint le second bras de Sainte Catherine. Le regard du spectateur navigue donc dans la composition avec cet ovale liant tous les personnages. Le regard est manipulé par l'artiste et la composition est aussi aérée au centre avec une ouverture sur une perspective, créant alors un point de fuite. Quant aux personnages, les corps retrouvent une morphologie réaliste allant à l'encontre totale du maniérisme. Le modelé des corps des saints forme chacun un X, un chiasme, comme la croix. Les saints sont aussi en miroir. Quand Saint Luc regarde en haut, Sainte Catherine regarde en bas. Les bras de Saint Luc sont ouverts vers le spectateur, alors que ceux de Sainte Catherine sont ouverts vers le fond du tableau. Dans la posture de Saint Luc, on retrouve Michel-Ange et ses ignundi avec la torsion du torse par rapport aux jambes et le décalage des deux genoux. Les figures sont aussi représentées avec une attention minutieuse aux détails, rendant la scène à la fois majestueuse et accessible. Cette stabilité des personnages, c'est un héritage de Véronèse. On lui emprunte la force et la lisibilité extrême de la composition. On retrouve d'ailleurs dans ce tableau de Véronèse l'effet miroir des deux personnages centraux, l'un tourné vers le spectateur, l'autre vers le Christ, et chaque bâton de pèlerin va dans une direction opposée. Annibale Carracci réutilise la technique du sfumato héritée de la Renaissance. Il s'agit de donner aux personnages des contours imprécis, comme une ombre portée à l'intérieur du dessin. Cette technique, elle était théorisée par nul autre que Leonardo da Vinci, qui en disait « Veille à ce que tes ombres et lumières se fondent sans trait ni ligne comme une fumée ». Dans le choix des couleurs et dans la technique picturale, Annibale Carracci s'inspire du Titien et de l'école vénitienne. On le voit notamment dans sa maîtrise du glacis. Pour créer les effets des plis du tissu avec les contrastes des ombres et le reflet de la lumière, il accumule des couches de couleurs successives avec plus ou moins de transparence. Une couche de blanc transparent sur une couche opaque colorée. Toute l'influence des maîtres de la Renaissance se fait sentir, mais Annibale y ajoute une profondeur émotionnelle. Les Carracci ont été capables de créer une synthèse unique des influences vénitiennes, florentines et romaines. Ils ont su capturer le coloris sensuel de la Vénétie, la structure rigoureuse de Florence et le dynamisme de Rome. C'est bien cette fusion des influences des trois principaux pôles de la Renaissance italienne qui va leur permettre de développer le style du grand siècle, capable de traduire les émotions humaines de manière directe et évocatrice. Leur utilisation de la lumière pour dramatiser la scène et guider le regard du spectateur est l'une des plus grandes innovations qui a influencé tout le mouvement artistique au XVIIe siècle.
Je vous propose maintenant de regarder une autre œuvre d'Annibale Carracci, La fuite en Égypte. On a ici un nouveau genre de composition. Cette œuvre n'incarne pas seulement l'art du paysage, mais l'art d'un paysage classique, historique, un paysage héroïque même, puisqu'il s'y développe un récit. Ce nouveau format raconte des récits tirés de l'histoire ancienne, de la mythologie ou de la Bible. La composition de cette œuvre est caractéristique de l'art des Carracci et essaimera ensuite dans toute l'Europe. D'abord, attardons-nous sur les éléments végétaux qui obstruent sur le côté la vue sur le lointain. Ils ont un effet repoussoir pour ramener le regard du spectateur vers le centre de l'œuvre. Et c'est bien au centre que l'on trouve justement les personnages principaux, la Vierge et la Sainte Famille. Dans cette composition, Annibale Carracci apporte de la stabilité, avec des volumes des éléments de décor qui vont s'inscrire dans des formes triangulaires. Nous avons un premier triangle au premier plan qui va renforcer la lecture du côté obstrué par la végétation vers le centre de la composition. Sur le côté droit de l'œuvre, on a encore un triangle qui est formé avec cette avancée de terre le long de la rivière. Juste au-dessus, les monticules de terre et la végétation viennent eux aussi s'inscrire dans un troisième triangle dont les diagonales vont là encore pointer vers le centre du tableau. Enfin, à l'arrière-plan central, le château marque la pointe d'un dernier triangle dont le sommet pointe vers le ciel, marquant la symbolique chrétienne comme je l'évoquais tout à l'heure. Comme pour les autres œuvres des Carracci, et notamment l'apparition de la Vierge à Saint-Luc et Sainte Catherine, pour empêcher que cette recherche de stabilité ne devienne trop rigide, Annibale Carracci va ajouter des éléments picturaux pour créer ce qu'on appelle une ligne serpentine, c'est-à-dire une ligne qui va serpenter dans la composition et accompagner le regard du spectateur. Ici, cette ligne, elle est marquée par la succession des personnages et des animaux sur tous les plans de la composition. On le voit, la ligne serpentine commence au premier plan avec les oiseaux et la Sainte Famille. On continue sur la droite avec l'homme sur sa barque qui permet de remonter et rejoindre le garçon avec ses moutons, puis le vacher. On rebondit sur l'homme à cheval à l'arrière-plan et on suit la ligne d'horizon de la ville qui se termine sur les chameaux et les personnages à l'arrière-plan. Ici, la nature ne sert pas uniquement de décor, elle devient un élément essentiel du récit, renforçant le caractère épique et héroïque de l'événement représenté. C'est ce concept qui influencera profondément la peinture occidentale et qui sera repris et développé par des générations d'artistes, et notamment par l'un des élèves des Carracci, le dominicain, qui va choisir le même sujet. On retrouve dans la version du dominicain de la fuite en Égypte toutes les caractéristiques de la composition d'Annibale Carracci. La stabilité avec les formes triangulaires qui se dégagent du décor, la ligne serpentine appuyée ici notamment par le chemin, les arbres sur le côté qui viennent obstruer l'arrière-plan et qui apportent un effet repoussoir pour amener le regard vers les personnages. Mais les Carracci ont aussi d'autres talents. Ils vont notamment s'illustrer dans l'art très difficile de la fresque. Il s'agit alors de peindre avec un mélange de pigments et d'eau sur un enduit frais qui, en séchant, va emprisonner la couleur. Après avoir œuvré au Palazzo Magnani à Bologne, ils arrivent à Rome et sont appelés pour la décoration du Palazzo Farnese. Les fresques mythologiques qui ornent le plafond sont un parfait exemple de ce grand style, des compositions dynamiques, une maîtrise de la perspective et un souffle épique. Au centre du plafond, dans la fresque principale, le triomphe de Bacchus et d'Ariane, on retrouve les grandes références chères au Carracci. On voit que la posture du Bacchus est une référence directe aux Ignondis de Michel-Ange. On retrouve d'autres références à Raphaël, à la galerie de François Ier de Fontainebleau ou encore des références à l'antique, mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. L'héritage des Carracci est immense. Leur influence s'étend à des artistes comme Rubens, Guido Reni et évidemment le dominicain, sans nul doute leur meilleur élève. Ils ont contribué à redéfinir les thèmes religieux et mythologiques en mettant l'accent sur l'émotion et l'engagement du spectateur. Ils ont aussi ouvert la voie à une peinture plus dramatique, capable de capter des moments intenses avec une grande véracité.
Leur académie, avec son insistance sur l'observation et le retour à la nature, a été l'un des grands jalons de la formation artistique en Europe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'attends dans les commentaires que vous me disiez quelle œuvre des Carracci vous préférez. Évidemment, si vous avez une question, posez-la dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et continuez de porter un autre regard.